En effet, ça fait un bruit d'aspirateur. À chaque fois, on me le sort. De live. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Vous êtes 56. Salut Julien. Salut Julien. Bonjour à tous. Bonsoir Émilie. J'espère que vous êtes chaud patate. Salut Laetitia. J'étais en train de me moquer de lui parce qu'en fait, on a l'impression qu'il a un aspirateur alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste le bruit de son ordinateur. C'est ça, voilà. Grégoire est en train de se foutre de ma gueule. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, je passe pas d'aspirateur, j'ai personne dans la salle, mais c'est les aléas du direct et mon côté pas très geek fait que j'ai pas réussi encore à brancher très bien mon PC. Salut André. Je vois qu'il y a certaines personnes, des têtes que je connais. Salut Alban, salut Erwan. On va démarrer dans pas trop longtemps, d'ici quelques secondes, parce qu'on a un timing à respecter, notamment Grégoire a une réunion importante à 19h pétante. Donc à 18h55, on va clôturer en tout cas le débat in-band versus out-band. Avant de démarrer, on va tâcher vers 18h40 un petit peu on prendra quelques questions au niveau du chat. Vous avez un onglet chat ou un onglet même questions sur Livestorm, ça sera plus pratique. Juste pour introduire rapidement, alors je vais pas introduire Grégoire parce que je sais que tout le monde te connaît. Ouais, je pourrais m'introduire quand même parce que tout le monde ne me connaît pas, mais ouais. Je te laisse t'introduire, Grégoire. Ouais, bon, après, on joue à domicile, vu qu'on a fait la com ensemble, c'est plus facile, mais s'il y en a qui me connaissent pas, je suis CEO et cofondateur de Germinal. Du coup, c'est une boîte, à la base, on était une agence de growth, donc on a plutôt bien démarré, on s'est lancé en 2018. On a fait 1 million et quelques la première année, un peu plus de 2 millions la deuxième. Et là, on a fait un pivot complet vers l'antichambre, qui en fait est de la formation en ligne, mais en fait, on est en train de le transformer petit à petit en accélérateur dématérialisé. Notre enjeu, c'est vraiment que tous les entrepreneurs qui veulent atteindre leur million d'euros de chiffre d'affaires, qu'ils soient encore à 0 €, qu'ils soient à 100 000 euros de chiffre d'affaires, ils puissent venir et qu'ils puissent leur proposer un programme pour permettre d'être au top et hyper activable, de monter petit à petit. Donc voilà, aujourd'hui, c'est principalement avec une communauté et de la formation par abonnement. Et demain, ce sera beaucoup plus avancé, mais on va sortir normalement une bêta le 1er mars sur la partie qui va beaucoup plus loin que la formation en ligne. Voilà. Bon, parfait, top. Merci Grégoire. Moi, pour me présenter rapidement, Robin Sibono, j'ai gravité dans l'univers de l'AgTech pendant 13 ans et mes dernières années en tant que directeur commercial dans des boîtes à forte croissance pré- et post-levée de fonds. Et dernièrement, je dirige l'entité Rocket School à Nantes en tant qu'indépendant pour la faire assez simple. Rocket School, on est un petit peu l'école 42 de Xavier Niel, mais pour former les spécialistes, les meilleurs business en tout cas de la place. Avec la particularité de recruter des personnes, des profils atypiques sur les soft skills et la personnalité. Le sujet aujourd'hui, sujet qui me tient à cœur parce que ce soit in-band ou out-band, c'est comme si j'ai envie de dire, est-ce que tu préfères ta mère ou ton père? On aime bien les deux, mais je dirais que c'est le sujet qui nous anime avec Grégoire, c'est la croissance, comment développer une croissance stable, durable. Il y a souvent, en tout cas, on oppose souvent in-band et out-band. Je pense qu'après, c'est un mindset, un courant de pensée. On va essayer de détailler dans le cadre de ce webinaire un petit peu notre façon de penser pour générer de la croissance assez vite. Et ce que je te propose, Grégoire, si ça va bien, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses me parler un petit peu des débuts de Germinal où tu as débuté, alors même si je sais que tu étais avec tes associés, quelle a été la stratégie que tu as adoptée pour aller chercher tes premiers clients? Alors, ouais, écoute, je vais jouer dans le débat direct, hein. Je vais marquer des points. Donc, on est bien d'accord. On pense tous les deux que les sales, c'est hyper important. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va chercher les gens? Moi, c'est moi qui fais toutes les premières ventes chez Germinal. Donc, on est hyper aligné sur le fait qu'il faut une bonne équipe sales. Mais la question, c'est que nous, au début, on n'est pas du tout parti sur le démarchage. On n'est pas du tout parti sur l'outbound. En fait, on avait un tout petit peu d'outbound avec du cold email. On pourra en parler, mais c'était vraiment homéopathique, même si homéopathique est un terme qui est en train de disparaître avec le déremboursement de l'homéopathie, ça c'est tout pour moi. C'est un terme qu'on entend un petit peu moins. En gros, nous au début, on a eu deux canaux principaux. Mort de lol, exactement. Le premier, ça a été vraiment à fond les conférences. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, on m'a demandé de faire une conférence à Paris, donc à l'époque où j'étais grenoblois, je suis monté faire une conf devant le groupe Verspiren. Et j'ai fait une conf d'1 heure, j'étais un peu tremblant hein, parce qu'à l'époque, j'avais juste eu un taf de salarié, j'avais fini mes études il y a genre 9 ou 10 mois à ce moment-là. On m'avait demandé d'intervenir devant 28 chefs d'entreprise sur le growth
dans un château près de Paris. Ouais, le truc cool, quoi. C'était pas fancy, mais c'était sympa. Et moi, j'étais hyper impressionné. J'étais en mode, ouah, je connaissais pas le concept de séminaire. Et j'avais donné cette première conf et on avait un client qui était venu nous voir et un deuxième sur cette conférence. Donc tout de suite, pour nous, on s'est dit, OK, c'est hyper intéressant, c'est hyper rentable. Et du coup, j'ai capitalisé à fond. J'ai organisé un maximum d'événements. J'ai organisé des Meetup Growth à Grenoble. J'ai organisé des Meetup Growth à Lyon. Ce que je faisais déjà un peu, mais j'ai vraiment accéléré. J'ai essayé de faire un... Waouh, il va décoller. J'ai essayé de faire un... Attends, mute-toi quand je... Parce que ça me concentre. C'est l'ordinateur de Romain qui... Et du coup, j'étais à fond là-dessus. Et en parallèle, j'ai commencé à faire des posts LinkedIn. Alors à l'époque, ça n'a pas du tout la portée que ça a maintenant. Je faisais un post par semaine, mais ça nous apportait quelques clients. Et donc en gros, c'était vraiment notre unique stratégie. C'était on fait des confs, on fait des posts LinkedIn, on fait des confs, on fait des posts LinkedIn, on fait des confs. Et plus tu fais de confs, plus on t'invite. Et les posts LinkedIn, au bout de 3, 4, 5 mois, ça a commencé à faire son effet. Donc moi, j'ai tout de suite je suis parti là-dessus. Et aujourd'hui, chez Germinal, notre mix, c'est notre newsletter. Donc en gros, on fait du contenu gratuit pour mettre les gens dans notre newsletter. Attirer, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas un piège, on peut se désinscrire, hein, c'est pas un piège dans lequel vous pouvez pas ressortir. On bosse à mort la newsletter, on bosse à mort notre contenu, donc hors newsletter pour attirer les gens vers la newsletter, et on bosse à fond notre LinkedIn. Et nous, aujourd'hui, on n'a aucun call sortant, on n'a que des calls entrants, on a 100% de calls entrants. Et on a 3 sales, bientôt 4, d'ici 2-3 semaines, on aura 4 sales qui prennent que des calls entrants, que des leads entrants. Donc notre stratégie, elle est 100% inbound, quasiment. D'accord. Et justement, parce que c'est intéressant le parti pris que tu as pris dès le début, qui est de se concentrer sur la création de valeur, de contenu, et qui était de te faire connaître sur des webinars. Quel est le laps de temps que tu estimes nécessaire? Parce que souvent, quand on parle de traction, objectif, je vois aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs dans des startups de différentes tailles. La question souvent, c'est de générer de la traction vite. Et souvent, on estime que, on va dire que l'inbound, ça prend du temps, et que les résultats, pour avoir des résultats tangibles, on va attendre 6 mois. Ma théorie, c'est que si t'es très bon, t'as 30% des résultats tout de suite, 70% dans les 6 mois qui viennent. En gros. Et le problème, donc, enfin, on va dire, t'as 30% des résultats dans le premier mois, tu vois, et 70 résultats entre 1 et 6 mois et plutôt sur la fin. Enfin, on va dire 60% et t'as 10% après. Des fois, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui arrivent 1 an et demi après, tu vois. Alors après, on va pas parler de notoriété, on va vraiment parler des gens qui viennent te voir et qui ont besoin que de ce contenu. Donc, le problème, c'est que c'est pas hyper rapide. Mais moi, ma conf, comme je te disais, cette conférence, chez Verspiren, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai été hyper pushy, hyper clivant. Et je me suis dit, je fais un contenu qui est hyper clivant. Et en fait, s'il y a des gens à qui ça plaît et qui se reconnaissent dedans, ils vont tout de suite venir me voir, tu vois. Même s'ils n'ont pas de besoin. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est des boîtes qui cherchaient pas particulièrement, mais qui disaient, ah bah voilà, on a envie de challenger notre agence et compagnie. On cherchait pas forcément, mais vraiment, il y a un énorme fit. Donc, du coup, j'ai été hyper clivant, hyper bien positionné pour avoir des gens tout de suite. Et généralement, ce qui se passait quand tu fais ça, c'est que tu vois, par exemple, j'ai fait une conférence devant des grands groupes, bah, j'ai eu le groupe La Poste direct et j'ai eu aucun autre groupe. C'est-à-dire que, bah, il y a le groupe La Poste qui a kiffé parce que c'était exactement leur état d'esprit. Ils avaient une entrepreneur qui, d'ailleurs, une qu'on a recrutée et l'autre qui allait bosser chez Mano Mano. Donc, pour dire que c'était quand même un état d'esprit très start-up. Eux, ils ont kiffé. Il y en a aucun des autres qui m'a recontacté. Moi, j'ai envie de dire, si tu veux avoir des résultats tout de suite, faut être vraiment, vraiment positionné comme un couteau et dire, OK, je vais plaire qu'à certains types de personnes. Mais en effet, si tu essaies pas de plaire à un nombre de personnes très limité, bah maintenant aujourd'hui qu'on a une stratégie un peu plus tout terrain, tu vois, chez Germinal, bah ouais, généralement les gens viennent nous chercher 3, 4, 5 mois après. Et le problème, c'est que si t'es pas bon, bah 5 mois après, t'as pas de lead, tu dis OK, j'ai pas été bon, il faut se remettre à itérer, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu le problème, c'est que si tu sais 3 mois après que ta stratégie est pourrie, bah t'as perdu 3 mois, quoi. Et nous au début, on pouvait clairement pas se le permettre avec Germinal. Donc peut-être qu'on a eu un peu de chance, mais. Ok, donc ouais, comme tu dis, c'est stratégie de monde, on va dire dans les 6 mois, tu as des résultats, et si t'as pas, on va dire, même tu peux avoir des résultats avant, sinon c'est que ta stratégie, elle est obsolète. Elle est pétée, ouais. Elle est pétée. D'ailleurs, ça me permet de rebondir un peu sur le deuxième sujet qui est aussi lié, c'est l'importance des personas et d'ICP, l'Ideal Customer Profile. Moi, souvent, pour échanger avec pas mal de directeurs commerciaux, d'entrepreneurs, c'est que j'ai l'impression que parfois les startups essaient de vendre leurs produits à tout le monde. Et généralement, quand tu le vends à tout le monde, ben, tu le vends à personne. Et est-ce que, toi, dans les débuts de Germinal, même si je sais que tu as pivoté, est-ce que aujourd'hui tu as une connaissance parfaite de tes personnages, de ton ICP? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as un contenu, est-ce que tu essaies d'avoir une démarche, on va dire, micro, en essayant de spécialiser un peu ton contenu en fonction des personnages, ou très macro,
t'arroses un petit peu partout et je sais pas si ma question est. J'ai les deux en fait. Alors, nous déjà, moi j'ai une stratégie sur mon compte, j'ai une stratégie début de funnel. En gros, tout en haut le plus large. Donc moi j'ai à peu près 2 tiers de mes posts LinkedIn. On va dire que on va résumer, hein, mais 3 posts sur 6 sont des posts très très grand public. Le but c'est d'aller ramasser large et d'aller chercher très loin. Quand je fais un post sur les réunions, quand je fais un post sur Slack, quand je fais un post sur la politique de salaire, c'est des posts qui sont très très larges. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est ma stratégie LinkedIn. Après on va parler un peu de la stratégie de la boîte. Après la boîte, elle était orientée au début sur les growth, maintenant elle est orientée sur les entrepreneurs. Et on a une cible vraiment sur les gens qui font moins d'1 million pour les aider. Et on a des cibles adjacentes, c'est-à-dire les équipes marketing qui sont en train de se créer dans les boîtes qui grossissent vite parce que c'est des boîtes qui kiffent notre produit, mais c'est un marché qui est pas énorme, donc on va pas s'attarder dessus, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, mais enfin pas vraiment. Je veux dire, on veut le faire aujourd'hui, mais on sait que c'est pas ce qui va nous faire exploser, quoi. Et du coup, là-dessus, on est assez bon. Après, moi, je fais des contenus sur la cible entrepreneur. Donc, en gros, entrepreneur avant le million. Je donne des conseils, etc. Et après, je fais donc 2 posts sur 6. Et un post sur 6, c'est de la vente pour ces entrepreneurs où je vends mes formations, je vends l'antichambre, je vends les programmes. Et je dis, bah voilà, je fais des posts de vente pour les entrepreneurs qui ont jamais fait de chiffre d'affaires. Je fais des posts de vente pour les entrepreneurs qui ont fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je fais des posts de vente pour les gens qui ont fait 1 million, tu vois, en termes de stade de maturité. Et là, par exemple, j'ai écrit un bouquin pour les entrepreneurs qui sont entre 0 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, et qui se posent des questions. Je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. D'ailleurs, j'ai filé le lien à quelques personnes pour la relecture et maintenant j'ai plein de trucs anonymes, tu sais, en lecture. Je pense que ce lien a tourné. Mon bouquin est en train d'être lu. J'aimerais bien qu'il pourrait être sympa, il mettre des commentaires, ça m'aiderait un peu. Mais et bref. Et dans la boîte, pareil. Par contre, il faut savoir que nous, comme on a pivoté au début, on parlait au growth, donc c'est quand même une cible assez large. Et en fait, on s'est rendu compte que l'antichambre, ça aidait vraiment les entrepreneurs. Je te dis de 1 à 10 personnes et pas tant les growth. Les growth, ça les aidait, mais ils trouvaient ça cool. Alors que les entrepreneurs qui avaient 2, 3, 4 salariés ou qui allaient se lancer, ils trouvaient ça incroyable, tu vois. Donc, on a eu un pivot. Donc, voilà, on a quand même une stratégie pendant longtemps qui était très, tiens, en outbound, j'aime bien dire que ta noto, c'est la taille du lac. Et tu vois, quand tu fais de la conversation, c'est quand tu pêches, tu vois. Et nous, on essayait juste d'agrandir la taille du lac. On était hyper large. Et à un moment, on s'est dit, il faut commencer à pêcher, quoi. D'accord. Et ça me fait penser à une autre question comme ça qui me vient, parce qu'en effet, quand tu t'arroses large et toi, aujourd'hui, tu as une stratégie qui est d'alimenter en flux continu du lead qualifié, hein, pour que les équipes, justement, prennent son téléphone et les rappellent. Est-ce que t'as pas, justement, peur que parfois tu manques de traiter la fraîcheur du contact entre celui, justement, qui va demander de bosser avec Germinal et tu dois te retrouver dans des cas de figure où, à un moment donné, tes équipes te disent, bah, Grégoire, stop, arrête de faire des posts. on peut plus gérer l'inbound et l'entrant. Bah ouais, en fait, le problème, c'est que des fois, c'est un peu irrégulier. Et du coup, on score les leads et on a des niveaux de scoring. Et en fait, plus on a de leads, moins on prend de gens. Et des fois, il y a plein de gens qui ont des messages de refus automatique, tu vois. Modèle, désolé, on peut pas bosser avec toi, quoi. Donc, tu crées l'effet de rareté, quoi. Ouais, bah, l'effet de rareté, des fois, on est un peu obligé parce que il faut mieux créer un effet de rareté que dire aux gens, je peux te prendre au téléphone dans 3 semaines, tu vois. Parce que là, ils se disent, pour une équipe qui vous est, lancez-vous demain, machin, ils se disent, c'est un peu what the fuck, tu vois. Nous, là, sur la formation, on a 10 jours d'attente. C'est pour ça qu'on recrute un deuxième sales, enfin, sur la partie anti-chambre, parce que la partie anti-chambre, en fait, on avait 2 sales. Un, plutôt, on vend aux incubateurs, en fait, notre programme. Ce qui est drôle, c'est qu'on vend aux incubateurs pour qu'ils mettent à dispo leurs entrepreneurs. C'est Siam qui s'occupe des partenariats. On vend à des écoles. Aujourd'hui, on a des écoles qui nous prennent des abonnements pour dire, bah voilà, nous, on veut former nos étudiants à l'entrepreneuriat. Donc, en fait, on vous prend un abonnement à votre programme pendant 2 mois, 3 mois et on le paye pour nos étudiants et nos étudiants y ont accès. Et ça remplace leur cours. Mais excuse-moi de te couper la parole, sur ce deuxième segment, justement, t'as pas des gens qui vont être plutôt orientés à outbound. Donc là, tu vas chercher les incubateurs ou tu là, non, les gens nous contactent. Les gens nous contactent. Mais là où j'ai envie de te dire, c'est toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on commence à faire de l'outbound, justement. Parce que t'es trop sympa avec moi, là, les gens vont se rendre compte que... Ouais, non, justement, pour rebondir, moi, j'ai fait 13 ans en start-up et moi, je suis pur produit outbound, c'est que j'ai toujours été parfois dans des start-up, dans les prémices où ton produit est pas exceptionnel à un moment donné et t'as pas forcément une force de frappe marketing ou LinkedIn à l'époque était pas ultra puissant. Donc, la seule manière d'aller chercher ta cible, c'était d'envoyer des campagnes emailing et de prendre son téléphone. Donc moi, je suis résolument tourné à outbound. Si aujourd'hui, je dois décomposer un peu mon chiffre sur Rocket School ou lancement de Rocket School, j'ai fait beaucoup d'outbound pour me faire connaître, mais aujourd'hui, je dois dire aussi que
les webinars et LinkedIn m'amènent beaucoup de leads. Je dirais que dans mon split, je dois avoir, dans le business de signer, j'ai 40% d'outbound, 60% d'inbound. Mais ma traction au début, je vais la chercher beaucoup sur de l'emailing et du call. Et je pense que ça dépend de ton produit. Alors, est-ce que tu es sur du produit, du service? Je pense que l'outbound est important, notamment sur des cibles un peu plus spécifiques, sur des. Je pense que la nature aussi de la cible est importante. Mais je pense que la traction, enfin, c'est une des rares boîtes aujourd'hui, un des rares gars qui me dit que tu fais du 100% en tout cas une vente. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui ou de boîtes qui essaient de disrupter un marché, qui commencent en tout cas sur de l'outbound. Moi, je suis résolument, je sais que le l'inbound et l'outbound 1+1 égale 3, mais je suis intimement convaincu que l'outbound, quand tu spécialises quelqu'un sur des cibles spécifiques, avec un bon discours rodé, ça peut être ultra efficace et accélérer encore plus. Bah, notre problème, c'est qu'on a fait bouillir l'océan, quoi, pour pêcher. Ouais. C'est-à-dire que le monde entier, j'exagère bien entendu, hein, le monde entier, ça doit faire marrer les gens qui nous connaissent pas dans le chat, ils doivent se dire, le monde entier, gros, calme-toi. Mais il y a énormément de gens qui nous ont connus par rapport au nombre de clients qu'on a eu, c'est-à-dire qu'à un moment, donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est au début, le problème peut-être de ma stratégie d'inbound, c'est que toi, au bout d'un mois ou 2 semaines, tu te rends compte si ta stratégie marche pas. Moi, je mets 3 mois. Ouais. Et surtout, le problème, c'est que nous, bah, mine de rien, on est quand même, on travaille avec les gens qui arrivent. On choisit pas les gens avec qui on bosse. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, au début, nous, on se battait pour tous les leads entrants. Et moi, si un lead entrant était pas bon, bah, je le closais quand même parce que j'avais pas le choix. Et du coup, on a dû, du coup, pour revenir un peu dans ton sens, on a dû avoir une stratégie d'outbound d'un moment parce qu'on n'avait aucune startup. On a dû faire du call d'email, c'est la seule fois où on l'a fait. On a fait un call d'email pour avoir nos 2 rêves startup. Une fois qu'on a eu nos 2 rêves startup qui étaient Apital et Cityscoot, grâce à de la outbound avec du call d'email, bah, du coup, on a réussi à avoir des premiers rêves. Du coup, il y a des startups qui ont commencé à nous contacter. Mais le problème qu'on avait, c'est qu'on avait que des PME au début. Et des grands groupes. On avait PME, grands groupes, PME, grands groupes. Il n'y a aucune startup. On avait bossé avec aucune startup. Et du coup, les startups étaient en mode, bah, ils ont bossé avec aucune startup. Il y a aucune startup sur leur site. Bon, les mecs, je les connais vite fait. Je les ai payés au téléphone. Je vais pas faire l'effort, quoi. Ouais, donc t'es d'accord qu'aujourd'hui, en tout cas, la stratégie outbound pour certaines typologies de comptes à un moment donné, pour se faire se connaître et aller les chercher, c'est en tout cas nécessaire. Enfin, toi, en fait, la question que tu te poses aujourd'hui, c'est comment mettre en place ta stratégie outbound. C'est pas de dire je vais pas en mettre en place. C'est plutôt comment tu vas là. Ouais. Bah, moi, si je devais refaire, alors moi, je suis pro contenu, c'est-à-dire ce qui nous oppose. Mais après, c'est mes forces. Tu vois, moi, je déteste prendre mon téléphone et appeler quelqu'un. Je déteste envoyer des emails. Genre, je me sens, tu vois, quand on me laisse un message sur mon téléphone, ça me fait une crise d'angoisse, tu vois. Ouais, alors que moi, je suis un poil à gratter. Moi, j'adore, en fait, prendre mon téléphone, envoyer des emails. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que pour moi, une bonne stratégie outbound, elle est intrinsèquement liée aussi à un bon contenu ou un bon pitch. Généralement, on reçoit beaucoup d'emails promotionnels ou du démarchage un petit peu à l'ancienne où les gens sont pas préparés, ils connaissent pas forcément le produit et ils te contextualisent pas la prise de parole. Et je pense que ce qui est important, c'est que quand tu as bien défini ton persona, ton ICP et que tu as une belle histoire à raconter, tu as travaillé avec un grand compte, sur des enjeux assez intéressants, je pense que si tu contactes la bonne personne au bon moment et que tu t'es renseigné avant de l'appeler, avec un contenu intéressant, je pense que c'est là où ça peut relier un petit peu la question suivante, c'était le travail en tout cas du marketing et de la partie business, parce que pour moi c'est très lié. Alors après, c'est est-ce que le marketing travaille au service du business ou le commercial au service du marketing, mais je pense que ton contenu et toi, tu as du bon contenu, donc ça ne peut que accélérer en tout cas ta stratégie outbound. Ça, c'est le Graal des commerciaux, c'est de pouvoir vendre un bon produit avec des belles références clients. Et je pense que si tu connais bien tes ICP et les comptes associés, ça te permet Mais moi, tu vois, ce que je recommande aux entrepreneurs, contrairement à toi, c'est je leur dis, faites du contenu, trouvez votre positionnement. Votre positionnement, c'est 3 choses. C'est votre compétence, vos centres d'intérêt et vos centres d'intérêt, vos curiosités, les choses qui font que vous êtes quelqu'un de différent et que des fois, tu vois, tu peux avoir des centres d'intérêt qui sont différents de ta compétence, mais en fait, tu vas les croiser et ta personnalité, tu vois. Et en fait, à l'intersection des 3, t'as ton personnel monopoliste qui fait que t'es unique, ton monopole personnel, pour citer Jack Butcher, qui fait que t'es unique et tu vas faire du contenu. Et pour moi, ça, c'est la meilleure façon de scaler, d'avoir énormément de croissance. Pour moi, le problème des sales, c'est que tu fais un peu désolé, je te rentre un peu dedans, mais tu fais un peu appeler téléphone. Et en fait, bah, tu scales pas. Et si pendant une semaine, t'es pas bien, bah, t'as plus de leads qui arrivent, tu vois, parce que t'es pas en forme. Et en fait, à la fin, moi, face à un mec qui fait de l'outbound, je vais toujours lui rouler dessus, tu vois. Si tu as une très bonne stratégie de contenu.
au départ. Oui, non, mais je suis d'accord qu'avec toi sur la stratégie de contenu et aujourd'hui, le fait que tu es inondé LinkedIn, ça m'étonne pas qu'en effet, enfin, tu me roules dessus puissance 1000 et tu vois, j'ai changé mon mindset par rapport à quelques mois justement sur la partie contenu. J'ai conscience que ça a une puissance importante. Par contre, je suis intimement convaincu que sur de l'outbound, et tu as pas mal de boîtes aussi, type Aircall, Alan, qui ont spécialisé dès le début un peu leur équipe de vente. Alors aujourd'hui, ils arrivent sur du contenu. Alors est-ce qu'ils arrivent peut-être, tu vois, ils auraient peut-être dû démarrer en tout cas par du contenu, mais j'ai l'impression que leur parti pris, je sais pas ce que tu en penses entre Alan et Aircall. Ah oui, mais c'est des équipes de sales, ça. C'est des boîtes de Ouais, sales. voilà, Enfin, pour te dire, nous, chez Germinal, on a recruté, le deuxième recrutement de notre équipe marketing, c'est une copywriteuse. La nana, elle fait qu'écrire. Donc, ouais. on n'a même pas pris un spécialiste en ads. Alors, on a des gens chez nous qui sont forts en ads, mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit biais là-dessus parce que comme notre équipe Ops, c'est des gens qui font du growth, du coup, on a des compétences. Mais en gros, on a pris une copywriteuse à temps plein, tu vois, et on s'est dit, est-ce qu'on prend un spécialiste en SEO? Est-ce qu'on prend un spécialiste en ads vraiment qui va gérer les comptes, etc. Et on s'est dit non, on prend un spécialiste en écriture parce qu'on veut faire du contenu d'encore meilleure qualité, tu vois. On a vraiment double down vers, on a vraiment fait qui tout double sur notre force qui est le contenu, tu vois, jusqu'à un peu écœurer les gens. Mais là, tu vois, par exemple, moi, la question que j'ai, c'est avec mes sales, je discute avec ma head of sales. Elle me dit là, elle va commencer à faire un peu d'outbound, tu vois, pour aller chercher certains types de cibles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus qu'à aller cueillir les gens. C'est-à-dire que là, on envoie des emails. Les gens, ils disent, on vous connaît. C'est-à-dire que moi, les mecs de mon équipe me disent, quand on envoie un email à un growth, quel qu'il soit, ils nous répondent toujours. C'est grâce à la marque Germinal. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, je vois des boîtes qui ont pas cette maturité en termes de, je me marre, qui ont pas cette maturité en termes de stratégie de contenu et qui galèrent pendant 6 mois et qui ont zéro résultat. Et eux, j'ai envie de leur dire, sortez-vous les doigts du cul, prenez votre téléphone, parce qu'en fait, vous n'allez pas attendre que ça arrive tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas de talent, t'as pas de talent sur. En fait, j'ai l'impression qu'en effet, l'inbound prend du temps et je suis intimement convaincu que c'est le Graal et ça te permet d'accélérer et surtout d'alimenter en flux continu ton pipe parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si t'as plus de lead, bah, t'as pas de prospect, donc t'as pas de clients. Après, je pense que la stratégie inbound d'écriture et à un moment donné, tu avais fait un post, je sais plus, il y a quelques semaines où tu avais dit l'écriture, c'est de la vente à l'échelle. Moi qui ai un sales, j'ai l'impression que quand j'écris, je peux vendre à juste beaucoup plus de gens, tu vois. Ouais. Et ça fait appel en effet à du copywriting. Alors après, pour moi, tu as la notion aussi de storytelling. Alors le storytelling, tu peux l'intégrer aussi dans des webinaires en physique. Quand tu pitches devant des personnes, tu fais appel à de l'émotion. Tu fais appel à de l'émotion sur du copywriting. Je pense que c'est beaucoup d'entraînement et ça prend beaucoup de temps. Et je pense que tu as beaucoup aussi d'entrepreneurs ou qu'importe la taille ou au niveau du cycle de vie de ta boîte, que tu as besoin de traction. Et la réalité, quand tu as besoin de traction, la seule manière pour moi d'avoir un résultat tangible dans 3 semaines, un mois, tout de suite, c'est de prendre son téléphone et d'envoyer des séquences email. Et que je pense que si tu fais un travail préalable au début, qui est de sensibiliser des prospects, d'appeler des clients, d'essayer de tourner ton pitch, en tout cas, c'est possible, tu vois, c'est possible. Oui, non, mais le problème, moi, je recommande souvent aux gens de se lancer en side project et dire de commencer à faire du contenu 1 heure ou 2 heures par semaine. Et dans 6 mois, quand vous lancez, ça ira. Le problème, et t'as raison, c'est que si t'arrives, tu dois avoir l'attraction tout de suite, t'as levé de l'argent, tu peux pas dire à tes invests, t'inquiète gros, j'ai une stratégie de contenu, dans 6 mois, on aura de la thune. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans 6 mois, on va commencer à avoir des leads. Mais t'inquiète, tu m'as filé 1,5 million. Et moi, j'ai le problème dans une boîte que j'ai financée, enfin, problème, c'est pas un problème, chez Flix. Et en fait, ils ont une stratégie de contenu, et leur stratégie, j'aurais conseillé une stratégie de contenu, et leur stratégie de contenu, elle marche pas, ça marche, mais ok, tu vois, c'est pas incroyable. Et le problème, c'est que du coup, alors ils ont des leads dans le pipe, etc. Mais du coup, bah, comme ça marche pas, bah, ils ont une croissance qui est modérée, tu vois. Et peut-être que s'ils avaient commencé à faire du cold call, alors bon, je suis pas inquiet pour eux, une fois de plus, ils ont signé Shine Back Market quand même. Donc je dis qu'ils ont pas de, je dis juste que potentiellement, peut-être ils auraient pu faire 10%, 15% de croissance en plus, des gens qui ont une croissance qui est déjà ouf, mais la question, c'est moi, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais donné le bon conseil? Parce que du coup, s'ils avaient appelé des gens, ils auraient forcément fait des ventes. Avec une stratégie de contenu, ils en ont fait moins, tu vois, peut-être. Parce que la stratégie, sauf que les ventes, ils s'en seraient rendus compte au bout de 10 jours, alors que la stratégie de contenu, ils s'en rendent compte au bout d'1 mois et demi. Donc peut-être qu'ils ont perdu du temps à cause de moi, tu vois. Donc, c'est aussi le truc qui me fait, même si moi, je suis persuadé que sur le long terme, ils construisent une marque, ils construisent un asset, et que là, même s'ils perdent du temps sur 8 mois, peut-être que dans 1 an et demi, bah, en fait, ils seront en mode, putain, qu'est-ce qu'on a bien fait? Enfin, j'en suis convaincu. Mais là où je te rejoins, c'est que si par contre, ils n'arrivent pas à grossir assez vite, ils n'arrivent pas à relever, bon, même si aussi dans leur cas, la Serie A est très très bien lancée, donc je suis pas très inquiet, mais
On va essayer de faire comme si, Ouais. dans cet exemple, tu vois. Ça, c'est clairement une boîte. Elle m'a dit, j'ai une personne, est-ce que je la mets sur le outbound ou sur le l'inbound? Et moi, je lui dis, mets-la sur le l'inbound, tu vois. Ouais. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, il faut choisir. C'est-à-dire, on dit les deux, c'est bien, mais quand tu as une personne, tu fais quoi? Tu vas pas lui faire moitié-moitié. T'as pas quelqu'un Ouais, qui non, va faire non. des calls la moitié de la journée et écrire des articles. Ouais, Donc, non, non. toi, t'as des success stories de mecs en outbound où vraiment tu sens que t'as cartonné? Enfin, tu vois, par exemple, Rocket School, tu t'as appelé qui? Tu les as appelés comment? Tu vois, Alors moi, sur comment ça s'est Rocket passé? School, Rocket School, au début, quand j'ai démarré à Nantes, moi, j'ai envoyé une première. En fait, j'ai commencé, moi, j'ai plus une approche très multicanale, qui est de pouvoir toucher tous les points de contact. Et j'ai commencé par une séquence email. Voilà, petite info en termes d'outils, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Demlist parce que je trouve que c'est un super outil. Et j'ai eu des taux d'ouverture assez exceptionnels. En fait, j'ai ciblé, moi, mon ICP Rocket School, mon Ideal Customer Profile, c'est une startup qui a développé un produit, un service innovant entre 0 et 50 salariés. Bien entendu, j'ai targeté les pays de la Loire et plutôt ensuite en persona, le CEO, le directeur commercial. Et ensuite, c'était d'informer un petit peu sur Rocket School, plutôt sur la vision du why, pourquoi est-ce qu'on se lançait, et c'était les sensibiliser pour avoir leur feedback. Donc, j'étais pas dans une démarche où, salut, je veux te vendre un truc, je veux te passer un sales, et c'était plutôt pour une démarche, salut, on est une école à vocation sociétale, et j'aurais voulu avoir ton feedback voilà, sur le sujet, tu vois, un peu démarche informelle. J'ai fait une séquence jusqu'à 3-4 emails. J'ai eu un taux d'ouverture de 60%, 70%, un taux de retour de 25%. Tu vois. D'accord. Donc, ce qui est plutôt Ce pas qui est mal. énorme, ce qui est énorme. Hein. Ouais. J'estime que pour moi, en dessous de 35% de taux d'ouverture, c'est dégueulasse. Il faut revoir ton objet d'email. Et en dessous 5 ou 10% de taux de réponse, c'est pareil, il faut retravailler ton email. Donc, c'est que pour moi, là, c'est une démarche outbound. Tu peux intégrer aussi du copywriting. Bien entendu, dans l'objet d'email, éviter d'avoir un truc promotionnel parce que ça, tu dis direct, le type a envie de me vendre un truc. Et en petit tips aussi, à la fin de mes emails, moi, j'avais bien envoyé un truc, envoyé de mon iPhone à la fin. Enfin, voilà, je teste beaucoup de choses. Moi, je suis beaucoup dans l'itération et l'avantage des outils de séquence email, c'est que tu mesures et tu peux améliorer ce que tu mesures. Donc, ça permet de tester. Une fois que j'avais les gens qui avaient ouvert, cliqué mon email, c'est là où tu prends ton téléphone. Alors, indépendamment de ceux qui te répondent directement en disant c'est génial, là tu cales un call avec eux. Et tous ceux qui ont cliqué sur mon lien d'email ou qui ont ouvert plusieurs fois mon email, je ne les ai pas forcés à le faire. Donc, je peux présupposer qu'ils ont eu un intérêt, tu vois. Et donc, forcément, tu es dans une démarche où tu peux rappeler les personnes, tu contextualises sur le fait que tu as ouvert un email, voilà, tu es sur un projet de lancement et que tu aurais voulu avoir leur point de vue. Et ben, j'ai eu des super retours. Donc, au début, j'ai tout misé sur de la outbound parce que j'avais pas le choix, c'est que je devais lancer des promos et j'avais un délai qui était inférieur à 3 mois, tu vois. Par contre, maintenant, en fait, il me fallait des résultats tout de suite maintenant. Et j'avais bien travaillé mon pitch, je savais si j'avais quelqu'un au téléphone ce que je disais, et moi, c'était plutôt d'amener, de vendre avec le why, le pourquoi, tu vois. Et vraiment, ça c'est important. Et maintenant, de plus en plus, j'essaie de travailler un peu plus de contenu, participer un peu à des webinars, donc plutôt d'être orienté inbound, et de travailler en fait sur mes clients une fois qu'ils sont contents, qu'ils soient ambassadeurs, en tout cas, qui m'amènent d'autres types de clients. Tu vois. Donc, pour moi, qui est plutôt de l'inbound. Voilà. Mais en tout cas, ma démarche, moi, elle est résolument, en tout cas, tournée sur de la outbound. Après, là où je suis d'accord, c'est que si tu veux une croissance structurelle sur le long terme, et le pouvoir, en tout cas, d'une marque est extrêmement important. Et je suis convaincu que le contenu permet d'aider le site et sales en outbound à être meilleur. Parce que quand tu es plusieurs sales sur un marché et tu contactes un grand compte, entre l'autre sales qui vient d'une boîte où tu as zéro contenu ou du contenu pourri, forcément, si tu vas pêcher, il faut à un moment donné essayer d'amener en tout cas un cadeau ou d'apporter de la valeur. Tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord. Alors après, nous, ce qui s'est passé aussi en termes de puissance, moi là où j'aime pas trop les stratégies outbound pures, et le risque à long terme aussi, un autre risque, je me permets de prêcher pour ma paroisse, c'est ta marque employeur. C'est-à-dire que si tu as des sales qui bourrinent, en fait, ta boîte, elle est pas connue. Tu vois, tu fais des résultats de ouf, tu grossis de ouf, mais ta boîte, elle est pas connue. Et si tu fais une levée de fonds, tu vas quand même être sexy, mais si tu lèves pas et que t'es autofinancé, t'es sous le radar, en fait. Les seuls mecs qui te connaissent, c'est tes clients. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, ce qui est génial avec Germinal, c'est qu'avec notre stratégie inbound qui est très solide, ça nous a peut-être retardé un peu sur la croissance et peut-être qu'au démarrage, on aurait pu faire mieux et je pense que tu as raison. Et peut-être que si moi j'avais juste pris mon téléphone, tu vois, il y a des moments, moi, j'attendais les clients, tu vois, j'étais en stress. J'étais en mode là, on n'a pas de clients. Pour le pipe, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire un post LinkedIn. T'es là et il y a toujours eu un peu le lead au dernier moment qui est arrivé, le mec que j'ai réussi à closer. Mais je veux dire, avec le recul, je me rends compte qu'il y a des moments, je me serais fait ban de LinkedIn. Peut-être que Germinal, c'était fini, tu vois. C'est un peu dommage quand même.
Et bon, on aurait trouvé une solution, mais c'est vrai que le stratégie pure inbound, bon, c'est une belle success story quand ça marche, mais quand ça marche pas. Par contre, la force du truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je mets une offre d'emploi. J'ai, tu vois, sur un offre de designer qui est un poste où les gens cherchent quand même pas mal, on a 70 candidatures dans la journée. Si on a ouvert un poste de dev, on doit être à plus de 150 candidats. Et on n'en a pas encore pris, tu vois. On sélectionne, on est un peu hardcore dans la sélection en ce moment, mais tu sais, Germinal, c'est devenu Minas Tirith, tu vois. Genre, Ouais. Non, mais, non, mais euh, c'est. mais c'est vrai que ça, par contre, c'est hyper puissant. Et ça te permet de recruter des top talents, tu vois. Et plus tes talents, les gens de ton équipe sont forts, plus tu as de la croissance, plus tu vas fort, plus c'est un snowball. Et moi, c'est un Ouais. peu ce que alors, recrute aux équipes de vente. Après, tu pourras me dire peut-être, oui, mais dans une boîte outbound, juste tu fais de la chasse. Et en fait, tes top Ouais, talents, mais tu vois, Oui, mais après, enfin, on est d'accord, je suis d'accord que sur la marque employeur, et tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, quand en effet, tu mets une annonce, bah, tu as énormément de candidatures, donc tu as le choix de prendre des gens qui partagent tes valeurs et qui partagent tes valeurs et tout. Mais je pense que aujourd'hui, le métier aussi de commercial, pour en avoir côtoyé beaucoup, souffre aussi un petit peu du commercial relou, le Jean-Claude Convenant, celui qui t'appelle, qui a rien à dire, qui est insistant, qui est relou. Alors après, avec l'image aussi du sales tchatcheur, arnaqueur du loup de Wall Street ou tu vois de caméra café, etc. Mais moi, je pense résolument que tu peux tout à fait avoir des sales qui ont un mindset où enfin, aujourd'hui, toutes les boîtes, les scale-up qui fonctionnent très bien, aujourd'hui, t'as pas un département sales, t'as pas un sales playbook. Le playbook, voilà, c'est un peu la Bible où dedans le sales quand il arrive, voilà le pitch qu'il doit connaître, voilà comment il doit traiter les objections, voilà le type de concurrence. Si l'acteur lui parle de tel acteur, voilà le type de réponse qu'il doit associer. Et je pense que ça te permet quand même de suivre et de pas dénaturer ou d'asseoir une image de sales un petit peu bourraine. Et je pense que, enfin, je pense que ça a radicalement changé. En tout cas, à Rocket School, nous, on prône une approche chasse multicanal où le storytelling et le copywriting est important, tu vois. Et je pense que et je pense que le métier aussi souffre peut-être il y a 5-10 ans où des boîtes qui misaient beaucoup sur de la outbound et qui contrôlaient pas justement le message qui était envoyé. Et là, je suis d'accord avec toi. Là, ça peut être dangereux. Alors que quand tu es sur de l'inbound, ben, ton contenu, c'est toi qui. D'ailleurs, sur tes posts, c'est uniquement toi qui va pousser du contenu sur tes équipes. Toi, tu ne checkes pas. Chaque non, équipe non, va chacun est lancer. indépendant. Alors, ce qui est risqué, parce que des fois aussi, moi, je me prends des remarques sur mes posts qui sont trop ci, qui sont trop là. Le commercial relou, t'as aussi le mec qui fait des posts LinkedIn relou, tu vois. Ouais, Donc, ouais. j'ai aussi un peu cette image de forceur des fois sur des posts et compagnie. Mais bon, moi, je pense que si j'avais été sales, j'aurais été un sales relou, tu vois, fondamentalement. Donc, Ouais. mais bon, même si une fois de plus, j'ai un profil de sales assez agressif en rendez-vous. Des gens qui m'ont eu en rendez-vous, où est-ce que ça donne. Mais Ouais. j'ai juste ce problème de. Par contre, enfin, moi et je te dis, alors pour prendre ton point de vue en entretien, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir l'inbound en candidat, tu vois, de gens qui. Mais on chasse maintenant. On chasse un Ouais. minimum. Parce qu'on sait que si on chasse pas un minimum, il y aura des top candidats qu'on n'aura pas, tu vois. Et souvent, on a 30% de notre pipe qui est issu de la chasse. Et je sais qu'il y a des boîtes qui font 80% de leur pipe issu de la chasse, 20% issu des candidatures. Nous, c'est l'inverse. Et moi, je suis plutôt 80% contenu, 20% chasse. Je pense que faire du 100% chasse comme du 100% contenu, c'est débile. Parce qu'en fait, si tu fais 100% contenu, si tu fais 20% de chasse, ta chasse sera hyper efficace et hyper efficiente. Ouais. Tu vois, chasse de clients ou chasse de candidats. Et pareil, si tu fais 100% de sales, c'est complètement con. Si tu fais 80% de sales et 20% de contenu, bah, en fait, tes sales seront beaucoup plus faciles pour un effort moindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais moi, je pense qu'on est un peu les deux cultures extrêmes quand même. Enfin, toi, tu me dis 60-40, mais moi, je pense qu'on est vraiment 85-90% contenu et j'essaie de passer à Ouais. 80% contenu. Ouais, mais après, je pense que, en effet, toi, t'es beaucoup sur l'extrême, mais la réalité, c'est que ça marche. Donc, après, faut être con enfin, tu vois, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, la réalité, c'est que tu as réussi à scaler et bien développer ta boîte. Après, je pense que ça reste deux canaux qui sont intéressants. Et pour pas avoir un plafond de verre, moi, je suis intimement convaincu que là où le bord avec des bonnes personnes, mais ça passe aussi en recrutant des personnes qui ont un mindset, comme je te disais, pas le commercial véreux à l'ancienne, qui veut vendre son produit à tout va. Ça, c'est résolu. Et je pense que là, c'est la bonne combinaison des deux. Après, je reste convaincu que sur du très court terme, tu veux l'attraction, il n'y a pas de miracle. C'est de prendre son téléphone et de faire une bonne séquence email. Tu vois, pour moi, une bonne séquence email bien travaillée. Moi, je conseille toujours de le faire sur un petit échantillon au début de 20-30 emails pour voir un petit peu tes ratios, tes métriques, avant de l'industrialiser à grande échelle. Que de prendre son téléphone, mais sur des critères d'engagement, ça permet aussi de maximiser, je dirais, en tout cas,
ton call. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on parle beaucoup de la chasse, mais une fois que toi, tu fais un rendez-vous avec un prospect, tu lui fais une proposition, etc., qui c'est dans tes équipes, c'est toi qui va relancer justement le prospect. Parce que là, pour le coup, ça nécessite un C'est peu nos plus sales. d'agressivité. Voilà, là, c'était ça. Les sales, et on a un CRM, et à un moment, on avait le même CRM, et maintenant, chacun a son CRM. Toi, ça t'arrive de faire du cold call qui est pas issu d'engagement? D'ailleurs, comment tu trouves tes numéros de téléphone? Toi, t'es sur Lusha, un truc comme ça ou? Ouais, d'ailleurs, ouais, on peut partager des petits outils. Alors moi, je suis sur Lusha. Lusha, c'est extrêmement fort pour plutôt sur l'Europe. Après, en fait, ce qui est intéressant sur Lusha, c'est que tu as des 06. Et à la période du Covid, c'est que tu peux pas passer par le standard. Donc, si tu appelles le 06 de la personne, ça marche. D'ailleurs, blague à part, dans ma précédente startup où j'étais, je l'avais fait avec mes équipes parce que ils prospectaient un petit peu moins et j'étais très outbound. Et devant tout le monde, j'avais mis toutes mes équipes sur une table et j'avais contacté à l'époque le VP Europe Marketing de Kayak. Et je l'avais appelé en call call, mais vraiment en mode. Et moi, je suis assez cash et transparent, c'est que je l'avais appelé, je sais plus, il s'appelait Salut, bonjour Jean, je fais Romain Simoneau, enchanté Société Analytique. On se connaît pas directement. Enfin, je suis hyper cash, je vais pas dire je le connais. On a plusieurs contacts en commun sur LinkedIn, sauf que j'avais hyper bien travaillé mon pitch et je savais que le sujet, parce que j'avais regardé sur son post avant des articles qu'il avait fait, je savais que ce sujet-là allait l'intéresser. Donc ça marche. Et je pense que quand tu es sur un call, quand tu es ultra incisif, tu as une approche chirurgicale, mais ça nécessite que tu t'es renseigné avant sur la personne que tu appelles, tu vois. Oui, le mec qui me dit, oui, le mec qui m'appelle et qui me dit bonjour, vous êtes bien Grégoire Gambato? Oui, c'est vous donc vous travaillez dans la société Germinal, c'est ça? Tu vois, genre oui, là je suis en mode gros, qu'est-ce que tu fais quoi? Alors, tu vois, il y a ça. Un autre exemple, une fois, j'ai un type qui m'appelle sur mon portable. Franchement, il fait les 80% plus dur. Enfin, il m'appelle, il me dérange, mais je sais pas pourquoi. Il avait une voix sympa et j'ai trouvé culotté, parce que je trouve que les gens prospectent plus par téléphone, tu vois. Et si tu veux être réceptif, t'appelles au bon moment, je décroche ton téléphone, il appelle, bonjour Romain Simoneau. Et le type, il a même pas regardé mon LinkedIn, c'est ce qu'il me propose. Je pense roquette ce coup-là, non, tu vois, je forme des commerciaux. Le type veut me placer les commerciaux. Et il me parle de ma précédente boîte où j'étais. Donc déjà, le type, je lui dis, vous n'avez pas regardé mon LinkedIn, donc t'es pas très fut, donc ta base qualifiée, le type, il est parti, tu vois, je suis entre les jambes, excusez-moi du terme, mais tu vois, donc je suis convaincu, en tout cas, j'ai plein d'exemples qui démontrent que le call fonctionne, mais par contre, ça, je pense que faut faire beaucoup l'exercice. Tu peux pas demander à un junior à un moment donné d'arriver, qui connaît pas trop ton produit, de faire du call. Donc c'est plus facile de le faire après une campagne d'emailing et en connaissant bien ton produit, tu vois. Donc, et dans le cadre de Rocket School, nous, on a fait un test avec une société, une startup dont je tairai le nom. En 3 jours, les équipes ont pris 73 rendez-vous en démo pour le compte d'une startup avec des boîtes comme Back Market, Crédit Agricole, Orange Business Service. Et il y a même un apprenant chez moi qui est passé par le standard d'Orange. Enfin, je sais pas comment il a fait, mais je trouve ça exceptionnel. Et tu vois, ils ont commencé par des campagnes emailing, donc ça marche. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu es capable de faire ça en ayant soit un bon contenu ou un bon pitch dès le début. Il faut pas laisser ces sales, à un moment donné, parler à tout azimut si ton discours est pas contrôlé à minimum. Voilà. Oui, oui, non, mais je te dis on a jamais fait ça, mais un jour va falloir qu'on se mette un peu à une stratégie un peu plus agressive. On passe aux questions. Si ça Ouais, fait on va tu le sens. passer. Il y a pas mal de questions, ouais. N'hésitez pas à poser questions dans questions. Vous êtes, on a 7-8 questions, donc allez-y, si vous avez des questions, je pense qu'on pourra répondre à tout le monde, donc profitez-en. Vous avez un head of sales très chaud du cold call, la campagne email, et un mec qui passe sa vie à faire du contenu, donc mettez en question par contre. Question. Alors, première question, Barbara Romain, est-ce que tu penses que le SMS peut s'inscrire dans ta démarche de cold calling? Oui, pour moi, c'est du multi-contact. J'envoie même parfois des WhatsApp. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu un échange par email et il va me rappeler ou autre. J'ai pas peur, moi, d'envoyer un WhatsApp ou un SMS. J'aime bien être un peu à poil à gratter, de sortir un petit peu des cases. Voilà. Donc, et je pars du principe que si la personne n'est pas intéressée ou elle a plus envie d'avancer dans le deal, elle te répond non, merci d'arrêter de me solliciter. Voilà, mais au moins t'es fixé. D'ailleurs, un truc qui marche bien en SMS, c'est t'envoies un email à un candidat pour la chasse, et derrière tu lui envoies un texto en mode hello, je t'ai envoyé une offre, qu'est-ce que t'en penses? Et t'as des taux de réponse qui sont stratosphériques après. Ouais. C'est un tip qu'a donné Aircall un dernier meeting, un truc une intervention que j'ai fait avec eux.
Ouais. C'est comme le fait de prospecter les gens en prétextant en tout cas d'avoir leur feedback sur une démo, une feature d'un produit pour qu'ils pensent, enfin, co-construire en tout cas le produit avec eux. C'est une bonne manière en tout cas d'engager la conversation. Ça permet de valoriser la personne. Petite question, il y en a eu pas mal. Erwan, Romain, quel levier privilégié sur de l'outbound quand on démarre? Des bonnes campagnes d'emailing. Pour moi, ça permet d'avoir un bon ratio entre volume et valeur, Erwan. Et je trouve que c'est en tout cas intéressant. Avec un petit volume, par contre, un petit volume vraiment. Moi, je dis aux gens, envoyez-en 50, 60 par jour au début, quoi. Allez-y tranquille. Et de toute façon, si vous en envoyez 60 et que vous n'avez pas de résultat, vous en aurez pas plus avec 600. Hein. 100 fois 0, ça fait toujours 0. C'est ça. Viser 35% de taux d'ouverture. Enfin, après, je sais pas ce que tu en penses, Grégoire, mais Non, 35%. 35, c'est bien. Ouais. Moi, je trouve qu'une campagne commence à être bien à partir de 50. C'est que tu commences à avoir du travail propre et tu peux faire du 70-80 quand t'es vraiment très chaud. Voilà. Et comment le faire? Erwan, il n'y a pas de mystère, c'est de l'itération. Faut itérer, faut itérer. Et tu commences par moi, le tips que j'ai, c'est quand j'envoie un email, c'est une tips de copywriting. T'imagines que t'écris à une seule personne. Il y a des gens, tu sais, ils écrivent leur call d'email en se disant, bah, j'envoie à 1000 personnes. Non. Tu écris à une personne et en fait, t'écris un message une fois et tu l'envoies plusieurs fois. En fait, c'est pas, tu te dis pas, je suis en train d'écrire une newsletter, tu vois. Tu te dis, je suis en train d'écrire une personne. Parce que bizarrement, c'est comme si t'arrivais au restaurant. En fait, écrire un email de prospection en s'imaginant que tu parles à plusieurs personnes, c'est comme si au restaurant, quelqu'un te parlait comme ça, hyper fort, en regardant en l'air, comme s'il s'adressait à une audience de 1000 personnes. Bah, ça fait exactement le même effet quand tu reçois un cold call, un call d'email qui a été écrit pour une newsletter, en fait. Tu te dis, mais le ton, les mots, il y a rien qui va, en fait. Voilà, juste ces petits tips. Benoît, on a une bande combien de relances avant d'abandonner? Moi, je conseille à peu près jusqu'à 4, 5, voire 6 relances. Et après, il faut alterner pour pas être insistant, relou non plus, pas tomber dans les travers. J'espace souvent moi mes relances à peu près de 6 jours, une semaine. Et mon tips à la fin, moi, c'est d'envoyer mon iPhone. Je laisse en signature, comme ça la personne a l'impression que j'ai vraiment envoyé mon iPhone alors que c'est automatique. Bon, et j'ai souvent des bons taux de retour. Il faut savoir que vous avez 80% des sales qui arrêtent de relancer quelqu'un au bout du deuxième contact, deuxième email, alors que vous avez inversement l'essentiel des ventes qui se font au bout de la quatrième, cinquième relance. Et pour info, moi, un mec, j'avais eu au téléphone une fois dans le process et qui m'avait pas répondu non, j'ai relancé 17 fois. Alors, j'ai relancé toutes les 2-3 semaines, hein, mais je l'ai eu à l'usure, je crois que je l'ai eu au bout de 9 mois. C'était un VP de chez Schneider Electric. Bon, bah, attention, là, tu vas sur de l'outbound, là, Non, mais, bon, là-bas, je suis un gros bourrin des sales, mais pas outbound, vraiment, moi, c'est une fois que j'ai capté le mec. Tu vois? En fait, moi, je sais pas comment aller le chercher, mais une fois que j'ai eu le lead sur mon site, le mec, je le lâche plus. Hein. Ouais. En mode Rottweiler, quoi. Tu lui chopes le mollet et tu le lâches plus. Nesrine, à quand la collaboration Germinal Rocket School alliée inbound et outbound? C'est ce qu'on fait là. Hein. C'est ça. C'est que là, on partage nos tips. Alors, sur les outils, je laisserai après Grégoire donner quelques outils. Moi, les outils, je vous conseille, c'est Lusha, vous avez Casper, vous avez l'extension Chrome Scrap.io. Je vais vous la Scrap.io et vous avez aussi SalesQL, Sales, SALES-QL. C'est des extensions Chrome sur LinkedIn pour prendre des numéros, des adresses email. C'est gratuit, vous avez des crédits et c'est plutôt pas mal pour vos séquences et éviter de tomber en bounce et que ça grille votre réputation et que vos mails tombent en spam. Voilà, en termes d'outils. Je sais pas si toi tu as des Grégoire, mais LinkedIn et Clubhouse. Je sais pas si vous connaissez, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, dans Clubhouse, il y a ceux qui sont pas dessus, il y a une vraie opportunité. Moi, je veux dire, j'ai bourriné comme un sale les 3 premiers jours, mais comme un sale. J'ai fait peut-être 8-10 heures de room par jour. Je me suis bousillé mon week-end. Là, je suis en PLS, j'ai envie de mourir. Parce que du coup, j'ai pas eu de week-end. J'ai fait des rooms jusqu'à minuit, machin. Et maintenant, j'ai 2500 abonnés. Et maintenant, je gagne 350 abonnés par jour. Naturellement. Parce qu'en fait, du coup, comme je suis dans les premiers, en fait, les gens qui se connectent, ils m'ont en suggestion et du coup, ils apply. Et en fait, je pense que j'ai vu une autre nana qui a fait la même stratégie qui sort vraiment de nulle part. Alors, faut être bon comme partout, hein. C'est-à-dire si vous faites pas du bon contenu avec les bonnes personnes, etc., vous n'êtes pas smart, vous posez pas les bonnes questions, il faut s'adapter, c'est un nouveau réseau, donc faut en découvrir les codes. Mais il y a vraiment une très très grosse opportunité en inbound pour moi sur Clubhouse. Énorme opportunité. Et c'est à saisir dans les 2-3 prochaines semaines. Et si vous n'avez pas d'iPhone, bah vous en louez un sur Mobile Club comme moi. Et moi, j'avais pas d'iPhone et j'ai pris un iPhone. 32 euros par mois, iPhone XR, un truc comme ça. Je confirme, Clubhouse, je t'ai vu plusieurs fois, on était sur des rooms où je t'ai mais ce matin, mec, j'ai lancé une room à 8h30 du mat avec mon équipe.
Ils se sont connectés. Ouais, sur le copywriting, ils étaient 20. Je me suis connecté. On est monté à 330. Et genre, mais on a zéro préparation. D'ailleurs, ça s'est vu, tu vois. Parce qu'on était en mode, ouais, on va faire un truc, t'inquiète, il y aura personne le matin et tout, tu sais, on se chauffe. On avait le CEO de Buzzman qui était là, on avait le CEO de Doctrine qui était là, on avait des investisseurs et tout, il y avait 330 personnes. J'étais en mode, c'est quoi ce bordel? J'ai même pas installé l'appli depuis une semaine. Alors ok, j'ai bourriné, mais je peux vous assurer que sur Twitter, j'ai bourriné comme un énorme sale en tweets et j'ai gagné 600 abonnés dans le mois. C'est ce que je gagne par jour quand je bourrine sur Clubhouse. Et quid de TikTok? Moi, TikTok, je vais TikTok le B2B, tester. c'est très bien. Moi, c'est pas du tout mon style. Mais je connais Théo Lyon de Kudak. En 6 mois, il est passé de 0 à 40 000 abonnés. Pareil, grosse stratégie et tout. Hein. L'inbound, c'est comme l'outbound, c'est pas magique. Je veux dire, si t'appelles les gens, tu fais, t'es mort de peur au téléphone en disant, j'ai un truc à vous proposer, pitié, écoutez-moi. Bah, c'est comme si tu fais des articles de merde ou que tu fais des vidéos de merde. Ça marche pas. Je veux dire, faut être bon dans ce que vous faites. Désolé. Hein. Mais si vous êtes bon, Théo Lyon, il est excellent. Il est passé de 0 à 40 000 abonnés. Et il m'a dit, je crois que c'est une grosse partie de ses clients maintenant. Non, mais je confirme. Moi, TikTok, pour information, Rocket School, on va le tester. Alors plutôt sur la partie, candidat, mais je sais que j'ai entendu parler que sur le B2B, ça marchait plutôt bien. Et je suis intimement convaincu que sur les plateformes, si on arrive et que, bien entendu, comme le disait Grégoire, il faut avoir un produit, un service sexy cool, hein, si on vendait Ouais, faut avoir une chose. édito, ce que je vous disais tout à l'heure. Et je pense que s'il y a ces conditions-là, il y a moyen, en tout cas, d'explorer des terreaux et de s'éclater sur ces plateformes. Et je pense que Clubhouse, en tout cas, il y a une opportunité pour pas mal de personnes. En fait, ça dépend de votre style. C'est ça. Moi, Clubhouse, c'est mon style. Genre, faire des conférences comme ça avec des mecs que je connais pas, j'invite sur scène, ils posent des questions, je réponds, c'est mon truc. TikTok, dès que j'essaie de faire une photo en selfie, je me sens mal à l'aise. Donc, dès qu'il faut faire de la vidéo, c'est compliqué, j'ai du mal. Enfin, je suis beaucoup plus à l'aise en live et à l'oral. Donc, du coup, j'ai pris le réseau où je suis plus à l'aise, quoi. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu veux prendre peut-être une autre question, Grégoire, dans l'onglet questions? Je la laisse choisir. Ah, pardon. Je vais voter par vote si les gens ont voté. Ah, yes. Il y a aussi peut-être un paramètre temps. Outbound égale résultat 6 mois, une bonne réception marché immédiat. Côté budget, un comparatif rapide entre les deux pour faire le bon choix d'invest au départ. Bah, au début, je pense que si vous avez déjà une audience préconstituée parce que vous avez fait ça le soir, parce que vous avez déjà une boîte avant, commencez à faire 80% inbound, 20% outbound au début. Si vous n'avez pas d'audience préconstituée, faites 80% outbound parce que de toute façon, personne ne va entendre parler de vous et vous n'avez pas 4 mois pour avoir des clients. Voilà, c'est le résumé. Et après, en fonction de là où vous vous sentez à l'aise, faites évoluer votre boîte. Mais c'est comme ça que je ferai au début, moi. Avoir des invités Clubhouse, non, désolé. En fait, j'en ai eu 2, puis 3. Et en fait, c'est connard, comme j'ai un compte hyper récent, normalement, t'en as plein si t'es actif. Mais en fait, il faut attendre 7 jours. Et ils me considèrent toujours comme un newbie sur Clubhouse. Tu sais, j'ai le petit truc là de newbie, t'as un badge de newbie, genre ça veut dire que tu viens d'arriver. J'ai 2800 ou 3000 abonnés, j'ai un badge de newbie, tu vois, NDR. Mais j'ai trop le seum et j'ai pas de nouvelles invites. Je suis désolé. Non, Erwan qui dit TikTok sur du B2B. Non, c'est pas 15 ans la moyenne d'âge, c'est en train d'exploser. Il faut pas se fier non plus. Non mais c'est 15 ans c'est comme dire sur TikTok la moyenne d'âge c'est 15 ans, c'est comme dire le Bitcoin c'est un scam, c'est une bulle, ça va exploser. Oui, peut-être que ça va exploser, peut-être qu'il y a des gens qui ont 15 ans sur TikTok, mais faut aller un peu au-delà des apparences. Prenez TikTok, téléchargez TikTok, regardez ce qu'il y a comme contenu et abonnez-vous aux gens et vous verrez qu'il y a plein de gens qui ont pas 15 ans. Alors bien sûr, ils sont plus jeunes, mais je vais vous dire YouTube c'est un truc de retraité. Hein. Bah ouais, si on commence sur ce truc-là, je vous dis YouTube, c'est un truc. Dites-vous que YouTube, c'était un truc de jeune, Facebook, c'est un truc de jeune, Instagram. De toute façon, tous les réseaux sociaux, quand on commence, sauf Clubhouse, c'est un truc pour les gens qui ont 15 ans. Donc, à un moment, faut se dire, bon, si à chaque fois, les gens qui sont lancés, qui avaient 15 ans, il y a 4 ans sur TikTok, bah maintenant, ils en ont 19, quoi. Et puis les gens qui avaient 19, qui étaient un peu late, maintenant, ils en ont 23, ils arrivent sur le marché du travail. Et puis il y a les gens qui ont 23, ils ont des amis qui ont 25. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les gens ils grandissent et il y a des gens de plus en plus vieux qui arrivent dessus quoi. Et le fait qu'on en parle, ça montre bien que c'est plus un réseau de jeunes. Oui, puis c'est la puissance du reach et de l'organique. Enfin, c'est hyper puissant. C'est puissant et ça évite en tout cas d'acheter de l'ADS ou autre. Et c'est en tout cas TikTok. Moi, je vais le tester. Ça va être un terrain de jeu et je vous conseille en tout cas d'y aller. Pour la production de contenu, tu recommandes de le faire en interne ou de prendre des free? Interne. Genre,
Si tu veux construire un monopole personnel vraiment fort et une brand au début, c'est une personne, c'est beaucoup plus facile. Puis après, c'est une équipe Avenger et après, c'est une marque. Pour moi, c'est une personne. C'est beaucoup plus facile de créer une marque au bout d'une personne, puis deux tours d'une équipe de personnes avant de créer une vraie marque. Ce qu'on est en train de faire avec Germinal. Les free, c'est une aberration. Tu pourras jamais avoir ta personnalité, tu pourras jamais, t'auras juste la compétence. Et en fait, du contenu avec seulement de la compétence, ça fait pas la diff, hein, malheureusement. Et pareil, même question sur est-ce qu'il faut avoir des freelances externaliser sa force de vente? Non, il faut l'internaliser. C'est pareil, de connaître son coût d'acquisition et de connaître en tout cas son funnel, de savoir sur X prospects adressés combien ouvre, combien j'en transforme, mon coût d'acquisition en rendez-vous. Ça pour moi c'est primordial aussi. C'est pas des questions qu'on peut se poser, mais mon avis est assez tranché sur ce point. Grégoire, sur ta méthode de growth LinkedIn, est-ce que tu es arrivé au bout du filon sur le style de message que tu emploies et soulève toujours autant de leads? Ouais. Bah, je fais sur les 3 derniers mois, j'ai fait mon meilleur mois en termes de reach de ma vie, c'est janvier. J'ai fait 6, bon, j'ai pas raté, je dois être à 6,3 millions de reach sur janvier. Donc, j'ai fait autant en 10 jours en j'ai fait autant en 10 jours de 2021 qu'en un an en 2019. Alors qu'à l'époque, je faisais déjà un ou deux posts par semaine. Donc après, en termes de lead, il y a des gens qui me disent oui, ça marche moins quand tu fais des posts. Mais bien sûr, tous les mecs se sont inscrits à notre newsletter et la moitié de LinkedIn, c'est qui je suis. Mais moi, j'ai des gens qui aujourd'hui, enfin, j'ai plein de gens qui me disent ouais, ça marche moins bien tes posts de vente. Mais bien sûr, parce qu'en fait, les gens ont déjà acheté. Et par contre, il y a un truc qui arrive. J'arrive sur Clubhouse. Désolé, Julien, je sais pas pourquoi je m'énerve contre toi. C'est pas contre toi, c'est juste un mec qui m'a saoulé avant. Rien à voir. Désolé pour, c'était un peu agressif. Mais en gros, moi, j'arrive sur Clubhouse, les gens ils m'invitent en mode ah Grégoire, influenceur LinkedIn, CEO de Germinal, tu vois. Et ça donne un cadre. Et enfin, même si tu fais le chiffre d'affaires est ok, je fais toujours peut-être 10, 15 000 euros enfin, en fait, le problème c'est qu'en ce moment je vends plus mes produits, je vends les produits de la boîte. Donc du coup, ça marche moins bien. Je fais 8, 10 000 euros de vente. Là, avant, je faisais 25 000. Mais là, je vais vendre mon bouquin qui va sortir. À mon avis, ça va être une boucherie, hein. On verra ce que ça donne. Mais Bon, moi, j'avais pas envie de partager avec toi des stats de portée LinkedIn, parce que sinon les gens ils vont rire. ouais, mais après, moi, je suis arrivé à un stade de saturation aussi où tu vois, par exemple, bah, les gens ils me connaissent, donc bah, en fait, ça a Ouais, moins d'impact. C'est-à-dire que il y a un moment quand là, je suis arrivé, j'ai LinkedIn, je fais de la surpêche, quoi. Pour ça, maintenant, je poste un peu moins et je suis parti sur Clubhouse parce que même les gens qui me trouvent complètement débile sur LinkedIn et ils pensent ce qu'ils veulent, bah, en fait, quand ils m'écoutent et qu'ils m'écoutent parler, ils se rendent compte que je suis pas teubé. Il y a des gens qui sont persuadés que je suis un demeuré, tu vois, sur LinkedIn, ce qui est quand même, c'est quand même incroyable. et par contre, je suis convaincu qu'en effet, tu parlais d'itération. Avant, je faisais des posts LinkedIn, ça marchait pas trop. Et là, aujourd'hui, quand je compare par rapport à quelques mois, j'augmente en tout cas la portée et j'essaye de travailler un peu plus, en tout cas le contenu et de partager en tout cas des tips sur des sujets. Donc, ça fonctionne en tout cas. Enfin, on va dire que ça augmente. Ça augmente et c'est ce qu'il faut voir. Oui, et puis le retour sur investissement par rapport au temps investi est hyper bon. C'est-à-dire, moi, tu vois, aujourd'hui, on va me dire, oui, Grégoire, t'as fait un post, t'as fait que 20 000 euros de vente, t'as grâce à LinkedIn ce mois-ci, est-ce que c'est tellement rentable? Bien sûr. Genre, si vous y passez, moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je passe énormément de temps à traiter des demandes de gens sur LinkedIn qui me taguent, etc. Et ça, c'est pas du business, mais c'est juste, je veux garder ce côté, bah, je dois pouvoir aider les gens et je dois tous leur répondre. Mais si je fais juste mes posts, que je réponds à 3 commentaires et que je m'en battais les couilles, ça me prendrait 20 minutes par jour. Ce serait le truc le plus héroïste de l'histoire de l'humanité. Grégoire, une strat pour trouver les bonnes rooms et les bonnes personnes. Tu me suis et tu regardes tu me suis et tu regardes les gens que je suis. Tu suis les 100 personnes que je suis et si tu es dans la tech et tout, tech, growth, entrepreneuriat, t'as vraiment le top, quasiment. Sur Clubhouse. Quand on a une cible qui est dure à trouver, une bonne outbound, faut les appeler, faut les envoyer des emails. Si ta cible c'est 1000 personnes, fais 80% outbound, 10%, 20% inbound. Je veux dire, tu fais un peu de contenu pour eux, que tu leur envoies par email, tu fais un truc, un site, un blog pour quand ils visitent, ils te trouvent sérieux. Mais va les chercher avec les dents, hein. Et petite question d'Isabelle, des conseils pour un bon pitch. Voilà, les conseils, c'est d'être simple et d'avoir un pitch qui soit assez court, d'essayer de parler en tout cas j'aime bien parler en tout cas du why. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici Simon Sinek. Enfin, moi, il y a une vidéo où il parle justement il parle justement, il fait un parallèle avec Apple et je trouve qu'en tout cas c'est une bonne manière de pitcher. C'est comme quand on va écrire des emails, il y a différents types de frameworks avec AIDA qui est attention, intérêt, désir, action.
Voilà, mais c'est essayer d'être simple. Enfin, pour moi, c'est la simplicité. Plus on est compliqué, on fait pas de business, donc c'est essayer d'être simple et de créer de l'émotion. Et l'émotion, on la crée soit dans du copywriting avec les mots et dans le storytelling si on a quelqu'un au téléphone. D'où le pitch, l'importance du pitch. Voilà, c'est quelque chose d'assez court. Est-ce que Germinal a choisi de stratégie de vente pour démarrer l'antichambre? Est-ce que c'est difficile de fonctionner uniquement en inbound avec un produit SaaS? Non, c'est même plus facile. Je veux dire, mais là, en plus, on a une cible. Non, non, aujourd'hui, on est full inbound sur la partie SaaS. Parce que appeler des entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est impossible. Appeler des mecs avec 5-10 salariés, c'est compliqué. Là, c'est vraiment, nous, notre modèle, c'est la stratégie de contenu. Après, quand on vend à des incubateurs, c'est l'outbound, mais question con, la bonne fréquence pour adresser un mail de nurturing sur des leads froids MQL, une fois par semaine, je trouve c'est bien. Des mails de nurturing une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pas plus. C'est mon avis. Hors sujet, quand la V3 de l'antichambre. Désolé, je dépile les questions comme on n'a plus beaucoup de temps. En fait, la V3, je voulais faire un truc de 10 minutes, puis de 20 minutes, puis de 30 minutes, et en fait, j'essaie de faire un truc propre, donc mais en tout cas, c'est ma priorité quand j'ai fini mon bouquin, et je dois rendre mon bouquin demain à mon éditeur. Donc, quand on a une cible qui est dure à trouver, pardon, pouvez-vous définir la liste des outils au top? Ça va être un peu compliqué avec le temps qui nous reste. Des conseils pour un bon pitch, on a dit. Des particuliers pour les clients dans le public social, exerçant de l'indir, bailleurs sociaux. Voilà, à mon avis, c'est de l'outbound et c'est plus un peu du réseau, des intros, etc. À mon avis. Voilà. Bon, après, il y a comment lancer un produit innovant, service en B2B. Là, faut prendre ton téléphone, faut appeler des mecs, faut faire des calls, il faut comprendre ce qui se passe. Avant de faire une stratégie d'inbound sur un service innovant B2B, faut au moins que tu aies eu 50 ou 100 personnes au téléphone, dans tous les cas. Ouais, et ne sous-estimez pas le fait que les gens sont très enclins, en tout cas, à donner leur feedback quand vous êtes justement sur l'itération d'un produit ou d'un service. On pense souvent qu'on les dérange, alors que si vous les contactez, voilà, en disant. S'ils ont le problème, t'inquiète, ils vont te prendre au téléphone. Hein. Moi, j'ai des mecs qui m'envoient des calls d'email, mais les mecs, c'est alléluia. Moi, j'ai un mec qui m'a écrit pour me dire, oui, on règle le problème des salariés qui vont pas 3 ou 6 mois dans un pays étranger en remote. Parce que nous, c'est un problème qu'on a juridique. Mais le mec, je lui ai envoyé mon RH, il m'a dit, mais merci Grégoire, trop bien. Gros, on se prend un rendez-vous quand tu veux. Et le sales, tu sais, genre, on lui a déroulé un tapis rouge, quoi. Parce qu'il répond à un problème, quoi. Barbara, votre avis pour cibler des dirigeants qui sont juste spectateurs sur LinkedIn et injoignables par tel? C'est que t'as pas un problème assez grand. Voilà. Ouais. Marché petit, mais généralement un dirigeant sur LinkedIn, ou par email, hein, s'ils sont pas injoignables par tel. Ouais, si tu envoies un email avec le bon truc à 22h le soir, il va répondre. Hein. Et si personne te répond, si les gens activent pas sur tes publics et que personne te répond au téléphone, c'est que t'as pas un problème assez gros pour eux, malheureusement. Ouais, peut-être ton message à retravailler ou la proposition de valeur. Bon, moi je dois y aller, mais en tout cas, merci à tous. Ouais, moi très cool. Ouais, je reste juste 2 petites minutes supplémentaires pour parler un petit peu outils et après je vais pareil, j'ai une petite urgence. Bon, en tout cas, Grégoire, top, merci. Merci à toi. C'était génial ces échanges et puis je te dis see you soon, à plus tard. Allez, bisous à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous m'écrivez à grégoire@germinal.io. Voilà. Et sur Clubhouse, j'allais dire sur TikTok, quel troll. Allez, ciao. Ciao, salut Grégoire. Il faut que je trouve comment faire, mais hop, ici. Hop là, moi je vais rester avec vous là juste quelques petites minutes pour parler un petit peu outils. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était rapide, mais au moins je trouve que c'était concis. Le sujet, c'était de se dire, est-ce que c'est mieux inbound ou outbound? Je pense que comme vous l'avez compris, c'est les deux qui sont importants, même si je suis convaincu que pour avoir de la traction vite, l'outbound en tout cas est une bonne réponse et sur du long terme, en tout cas pour avoir une croissance structurelle, une marque qui cartonne, l'inbound est une super approche. Merci à vous, c'était top. Juste sur la partie outils, vous parliez des outils qui sont intéressants. Je pense que dans le cadre, en tout cas, lorsqu'on va chercher de la croissance, les outils qui sont intéressants, c'est de pouvoir en tout cas trouver les coordonnées facilement de vos interlocuteurs. Alors vous avez des outils type Lusha, Casper, Call CRM, ça permet de trouver des numéros de téléphone et des adresses email. Forcément, quand vous voulez contacter quelqu'un, si vous n'avez pas en tout cas l'adresse, ça va être compliqué. N'hésitez pas en tout cas à utiliser des outils de séquence email. Vous en avez plusieurs sur le marché. Datananas, moi je suis plutôt un pro sur l'Emlist. L'Emlist, j'adore cet outil, il est simple, il est intuitif et vous avez une manière en tout cas d'accélérer. Vous avez Prospectine
également pour envoyer des messages automatisés sur LinkedIn. Et d'ailleurs, j'avais échangé avec une startup qui connaissait pas, qui a connu ça et qui en 2 jours a pris 7 rendez-vous qualifiés. Donc, ça fonctionne. Les outils sont un moyen, ils sont pas une fin. C'est-à-dire que l'outil est efficace si vous avez un bon produit à présenter et si vous avez un bon message. En effet, Phantom Buster, c'est super utile parce que lorsque vous avez vos personas et vous connaissez votre cible, vous allez pouvoir faire des recherches par filtre sur LinkedIn et extraire en tout cas les données. Avec Phantom Buster, vous récupérez un CSV. Merci Maxime pour les outils. Vous récupérez un CSV sur Phantom Buster. Vous pouvez ensuite le mettre sur Drop Contact et ensuite l'enrichir avec d'autres types d'outils. Et ensuite, c'est comment vous engagez ces gens-là. LinkedIn et l'email. En tout cas, pour moi, c'est primordial. Et de travailler en tout cas sur des bons messages, d'être simple, efficace et d'être toujours, en tout cas, de contextualiser votre approche et d'essayer d'apporter de la valeur pour engager la conversation. Lorsqu'on prospecte, on n'est pas là pour vendre. Et le gros problème aujourd'hui des boîtes, c'est qu'on prospecte pour vendre directement quelque chose ou d'adresser un mail promotionnel. Moi, le mail promotionnel, je le lis pas. Et surtout, quand quelqu'un va me contacter, c'est même pas attardé sur mon profil LinkedIn ou à pas essayer de regarder, en tout cas, la boîte, ce que je faisais. Et donc, c'est de pouvoir essayer de personnaliser au mieux. Quand les gens s'intéressent à nous, c'est toujours mieux. On a plus envie de répondre. Voilà. Merci à tous. C'était top. En tout cas, je suis content d'avoir eu Grégoire à mes côtés pour parler d'inbound à outbound. Je vous souhaite une bonne soirée. J'allais dire bonne fin de journée, mais non, il est 19h. Une bonne soirée. Et puis voilà, c'était top. J'espère que vous avez kiffé. Et puis je pense que j'en suis sûr. Moi, je vais organiser d'autres webinaires par la suite avec d'autres invités. Et si vous avez en tout cas des sujets que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas en tout cas à me les envoyer, à m'ajouter sur LinkedIn. Je suis aussi sur Clubhouse depuis peu de temps. C'est super cool. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Salut. Ciao, ciao.